Les familles des martyrs et les blessés de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué étaient au palais de Kosiam. Cet après-midi, leurs préoccupations ont été soumises au chef de l'État. Cette rencontre entre dans le cadre de la commémoration du 2e anniversaire de l'insurrection populaire. Et justement, à l'occasion de cette commémoration, nous recevons comme invité le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Avec M. Benoît Cambou, il sera question de la situation des dossiers enregistrés par le HPROUN et particulièrement le traitement réservé aux dossiers de l'insurrection populaire. Dans l'actualité également, le e-commerce s'invite au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Les artisans suivent une formation sur le commerce électronique. La formation qui a débuté ce matin est initiée par les organisateurs du CIAO. Voilà pour la une de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, les familles des victimes et les blessés de l'insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de 2015 ont été reçus ce soir par le président du FASO, Arokman Christian Kaboré. Ils ont transmis leurs préoccupations actuelles et c'est avec satisfaction que les familles des victimes et les blessés de l'insurrection populaire et du putsch manqué repartent de cette rencontre avec le chef de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, 2 rues de la capitale burkinabé sont désormais dédiées aux martyrs de l'insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de septembre 2015. La décision est du gouvernement qui veut ainsi rendre un hommage mérité à ceux qui sont morts pour la patrie. Cette décision entre encore dans le cadre de la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire au Burkina Faso. La cérémonie de baptême de ces 2 rues a eu lieu ce 30 octobre. Amadou Ilbouro, Frédéric Etienne Abasenga. Il faudra désormais appeler le boulevard France-Afrique boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le rond-point formé par le boulevard France-Afrique et le boulevard Passal Zagré, la place de la résistance populaire au putsch 2015. C'est une initiative de la commune de Ouagadougou qui vise à perpétuer le souvenir de ces 2 événements qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso. C'est sur ce même boulevard que nous avons tous pris le macadam pour venir jusqu'ici, défoncer les lignes pour aller dire au président d'alors qu'il est temps de partir. C'est ici même à cette place que des soldats de l'ex-RSP ont fouetté, si vous me permettez l'expression, des femmes qui ont osé défier les armes. Alors, tout cela constitue des symboles forts et c'est pourquoi la ville a offert ces 2 infrastructures pour symboliser l'héroïsme des jeunes et des femmes du Burkina à travers leur frange de Ouagadougou. Situé dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou, le désormais boulevard de l'insurrection populaire part du rond-point de la Padoie à l'avenue Norbert Zongo. La place de la résistance populaire au putsch, quant à elle, fait face à l'hôtel Palace et constitue la jonction entre le boulevard de l'insurrection populaire, l'avenue Norbert Zongo, l'avenue Passal Zagré et la rue 29 480. Et depuis janvier 2016, une structure a été mise en place pour travailler à la vérité, la justice et la réconciliation des Burkinabés à la suite des événements douloureux que le pays a connus. Il s'agit du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, dont le président est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Benoît Cambou. Bonsoir, madame. Alors, au niveau de votre structure, déjà, comment vous vivez ce 2e anniversaire de l'insurrection populaire? Mais je crois que c'est un moment fort qui doit amener tous les Burkinabés à avoir une pensée pieuse pour nos martyrs et à accepter également de réfléchir, un moment de réflexion, si vous voulez, parce que c'est un moment de prise de conscience des Burkinabés pour que ils regardent la réalité en face pour que plus jamais le passé ne ressurgisse, ce passé funeste ne ressurgisse. Et justement, qu'en est-il des dossiers sur l'insurrection populaire à votre niveau, 2 ans après la survenue de cet événement-là? Bien, pour dire la vérité, madame, je crois que il a été confié au Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale 5065 dossiers de crimes de sang, de crimes économiques et différentes atteintes aux droits humains.
Mais à ma connaissance, les dossiers de l'insurrection ne sont pas soumis au Conseil. Ils sont gérés, je pense, que par le gouvernement et par d'autres structures, mais à ce jour, je ne pense pas qu'on ait un dossier de l'insurrection. Est-ce à dire que vous n'avez jamais reçu de plainte en rapport avec cet événement? Bon, nous recevons des plaintes, mais qui n'ont pas... Actuellement, nous sommes par exemple sur les dossiers des policiers radiés, les 136 policiers qui ont été radiés. Mais je dois dire que pour ce qui est de l'insurrection, à ma connaissance, je ne pense pas qu'on ait eu un dossier relatif à l'insurrection. Alors, de façon générale, quel est le point que vous pouvez faire par rapport à la mission et que vous avez menée jusque-là? Bon, disons que comme nous reposons sur deux piliers que sont la commission d'indemnisation, de réhabilitation et de réinsertion sociale et la commission d'orientation et d'études, lorsque un dossier nous est soumis, nous le soumettons à l'une de ces commissions, c'est-à-dire la commission 1, qui est la commission d'études et d'orientation, qui procède à une instruction. Et après instruction, elle transmet le dossier à la commission, une fois que, bien sûr, le dossier sera examiné au fond, elle transmet le dossier à la commission de réhabilitation et d'indemnisation. Bon, je vous disais qu'à ce jour, nous sommes sur les dossiers des policiers radiés et nous avons commencé par leur dossier. Et pour ce faire, nous aurons besoin de rencontrer un certain nombre de partenaires, des partenaires qui sont impliqués dans les sanctions qui ont été prises à l'encontre de ces policiers, pour qu'ils nous désignent des points focaux avec qui nous allons discuter sur le sort de ces policiers afin de parvenir à une solution qui serait meilleure pour tout le monde. Alors, est-ce qu'à ce jour, il y a des Burkinabés qui ont quand même eu satisfaction par rapport à leurs dossiers qui sont à votre niveau? Non, nous n'avons pas encore fait des recommandations, proposé quelque chose au gouvernement au titre de la réparation. Il faut dire que c'est vrai, nous avons été installés depuis le 22 mars dernier, ça il faut le rappeler. Et depuis lors, nous nous sommes efforcés de nous doter d'un certain nombre d'outils de travail. Il y a le règlement intérieur, il y a le plan d'action, il y a la procédure devant le Haut Conseil qui est en voie de finalisation. Et puis, il y a bien sûr une stratégie de communication dont nous avons demandé la préparation, disons l'élaboration. Et à mon sens, ce sont des préalables qui sont nécessaires pour pouvoir examiner les dossiers qui nous sont soumis au fond. Parce que sans ces préalables, il est difficile. Mais malgré tout, il y a des dossiers, parmi les dossiers, il y en a qui sont plus emblématiques que d'autres. Il y a des dossiers qui demandent beaucoup plus d'examen approfondi, où on aura besoin parfois de recourir à des expertises. Mais il y en a aussi qui sont beaucoup plus faciles à examiner. Les dossiers, par exemple, concernant la forclusion ou concernant le retrait de parts et de biens alors que la justice a ordonné la restitution de ces biens, ça, on peut très bien prendre une décision en la matière. Et dans les actions que vous menez, est-ce que vous faites face à des difficultés particulières ou bien tout se déroule bien au niveau du HCRUN? Bon, les difficultés, comme toute institution, ne manquent pas. Mais nous essayons de les minimiser au maximum. Parce que le premier nerf de la guerre, qui était notre difficulté principale, a trouvé une solution. Maintenant, nous sommes au travail depuis notre mise en place. Et maintenant, il faut travailler au renforcement des capacités des membres, puisque nous venons d'horizons divers. Et puis, pour que chacun nous ayons la même connaissance, la même vision des dossiers qui nous sont soumis. Ouais. Après, il nous appartiendra de faire le tour des provinces, des chefs-lieux de région et de provinces, pour une meilleure visibilité de l'institution et profiter en même temps pour consulter les populations afin de recueillir aussi leurs doléances que nous avons déjà.
Mais les populations à cette occasion pourront nous dire, par exemple, comment elles perçoivent la réparation, quelles sont les formes de réparation souhaitées. C'est vrai, il y a les réparations financières, il y a les réparations matérielles et les réparations symboliques, comme ce que vous venez de souligner à travers le baptême de certaines rues. Ça, c'est symbolique et ça, c'est toujours une forme de réparation pour les victimes. Merci beaucoup, M. Benoît Cambou. On vous aura d'autres occasions pour voir les résultats de vos actions concrètes sur le terrain. Et je rappelle que vous êtes le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Dans la suite de cette édition, nous revenons sur le discours du président du Faso à la nation à l'occasion du 2e anniversaire des événements d'octobre 2014. Dans son message, Roch-Marc Christian Kaboré a abordé plusieurs aspects de la situation nationale. Il a entre autres rendu hommage aux martyrs et demandé l'union des Burkinabés dans un contexte sécuritaire difficile. Retour sur les temps forts de ce discours dans ce commentaire signé Fousseni Kindo. D'une allocution de commémoration, c'est un discours attendu au regard de la situation nationale. Avec des mots chargés de solennité, Roch-Marc Christian Kaboré s'est posé une fois de plus comme le garant de l'unité nationale et des valeurs communes burkinabais. 4 temps forts se dégagent de ce discours à la nation du président du Faso. D'abord, l'hommage aux martyrs et aux victimes des événements d'octobre 2014. Pour le chef de l'État burkinabé, c'est la contribution de tous, de burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, qui a permis l'avènement de cette nouvelle ère, celle du renouveau démocratique dans le pays. La victoire et l'héroïsme de notre peuple doivent être des raisons d'espérer un lendemain meilleur pour relever les défis de la paix, de la bonne gouvernance, de la justice et de la prospérité. Et au président du Faso de préciser donc la volonté de son gouvernement à respecter les engagements pris au nom de la continuité de l'État. Au nom de la continuité de l'État, les décrets adoptés sous la transition portant soutien social aux veuves, aux ayants droit, aux blessés et aux orphelins ont été mis en œuvre dans leur intégralité. L'État veillera à l'éducation des enfants laissés par les martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué. Roch-Marc Christian Kaboré est revenu sur ces moments qui ont ébranlé récemment la paix et la quiétude des populations burkinabées. L'attaque terroriste qui a causé plusieurs morts de civils tout comme de militaires. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de ces valeureux disparus et souhaite un prompt établissement aux blessés. Le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé à prendre les dispositions pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité déployées sur les frontières comme à l'intérieur de celles-ci. À propos de la fronde sociale, le chef de l'État se dit conscient des attentes et des difficultés traversées par les Burkinabés. Mais Roch-Marc Christian Kaboré replace cette fronde dans le cours d'une histoire tourmentée de revendications sociales qui n'ont pas fondamentalement changé depuis environ 30 ans. Et au président du Faso d'appeler à la retenue tout en prévenant des conséquences sur l'économie nationale. Je voudrais lancer un appel solennel à la retenue sur le front social pour donner toutes ses chances à la concertation, au dialogue et à l'engagement collectif pour remettre le pays au travail et créer les emplois et les richesses dont nous avons besoin pour garantir la prospérité à tous les habitants du Burkina Faso. Et cela est possible. À tous ceux épris de justice et de vérité émus par cette volonté de réconciliation, le chef de l'État burkinabé invite la justice à dire le droit et à rétablir chacun dans ses droits. Le retour à l'intégrité va de pair avec la tolérance zéro contre l'impunité au Burkina Faso, aussi bien pour les actions passées comme pour celles en cours ou à venir. C'est sous le triptyque vérité, justice, réconciliation que nous panserons nos plaies et blessures pour réussir le pardon et la réconciliation nationale à laquelle je suis très attaché. En définitive, le chef de l'État termine avec cette leçon qu'au sacrifice suprême pour défendre l'honneur et la dignité du peuple consenti par les martyrs, nous nous devons de renouveler constamment d'autres sacrifices pour préserver les intérêts supérieurs de la nation. Ne dit-on pas que pour que la termitière vive, il faut ajouter la terre à la terre?
En actualité politique, le mouvement du peuple pour le progrès se soucie de la cohésion entre ses militants. À cet effet, une formation des cadres du MPP s'est tenue hier à Koudougou. Thème de cette formation, le rôle du MPP et des secteurs structurés dans la gestion du pouvoir conquis. Pour cela, les rudiments nécessaires ont été donnés aux militants au cours de la dite formation. Daouda Ouattara, Draman Guéné. Le pouvoir conquis, le MPP pense déjà à sa gestion efficace. Et c'est la section provinciale du Boulkemde qui donne ici le ton à Koudougou. Toutes les 15 communes de la province sont représentées à cette conférence des secteurs structurés du parti au pouvoir. Objectif, consolider les rangs au niveau des militants à la base. On a constaté qu'il y a un problème de cohabitation et de collaboration avec les structures géographiques. Parce que nos camarades qui sont dans les communes, dans les villages, enseignants ou infirmiers, sont vus comme des concurrents de ceux qui sont sur place. On a beaucoup parlementé pour le problème, mais jusqu'à ce qu'on finisse les élections, le problème demeurait. Donc il y avait quand même un découragement dans les rangs de nos camarades. Et lors du bilan, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour le lancer? Et profiter de cette occasion, échanger avec tous les camarades, toutes les structures, les responsables du parti, pour qu'on se comprenne un peu sur la place et le rôle des secteurs dans le parti. C'est aussi une occasion de donner une formation politique aux militants. Une initiative qui donne déjà des idées au bureau politique national du MPP. Avec cette initiative des secteurs structurés du Boulkemde, bien des secteurs structurés des autres provinces et pourquoi pas même la direction politique nationale pourrait se saisir de cette réflexion idoine. Vous avez pris le pouvoir, c'est très bien, mais comment nous devons le gérer? Comment les structures doivent accompagner la gestion gouvernementale? Cette conférence d'une journée a le mérite, selon les initiateurs, de clarifier chaque maillon du parti sur son rôle et ses actions à mener pour le rayonnement du parti au pouvoir. 10 km plus tard, un projet de mémorandum pour influencer le plan national de développement économique et social dans le domaine foncier. Le projet est encouragé par la plateforme des champions des tenures foncières et forestières. Les membres de la dite plateforme se sont réunis à Kombisiri le 25 octobre dernier pour valider le projet de mémorandum. Ce projet devra permettre de prendre en compte la question foncière dans la mise en œuvre du PNDS. Plus de précisions avec Daouda Ouattara et Oumou Sissi. Un projet de mémorandum pour permettre la prise en compte des droits fonciers des communautés locales et vulnérables dans le plan national de développement économique et social PNDS. Ce projet de mémorandum est le fruit du travail de la plateforme des champions des tenures foncières et forestières, TENFORES. Réunis à Kombisiri dans la région du centre-sud, les membres de la plateforme vont s'atteler à la validation du dit projet qui fait une analyse du PNDS en lien avec la problématique foncière. Le Burkina Faso, c'est à plus de 80% rural. Et ce sont des populations qui utilisent le foncier comme premier capital pour leurs activités. Et au niveau du PNDS, ça n'apparaît pas comme tel. Et on constate aussi qu'au niveau de chaque zone rurale, il y a une résurgence de conflits fonciers. Qu'est-ce que le PNDS prévoit pour prendre en charge ces différents conflits? Ça n'apparaît pas tellement. On a l'impression que l'État veut mener un certain nombre de grandes actions d'aménagement, mais les communautés locales, on n'a pas tellement perçu leur place au niveau du PNDS. Après validation du projet de mémorandum, TENFORES prévoit des rencontres avec le ministère en charge de l'économie, les députés et les partenaires techniques et financiers pour leur soumettre les résultats de leurs travaux. Toute chose qui permettra d'améliorer le dispositif de mise en œuvre du PNDS selon les membres de la plateforme. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore dans ce reportage. Et nous mettons à présent le cap sur Gaïri pour voir le quotidien des femmes de cette localité. Malgré les efforts fournis par l'État pour lutter contre la pauvreté, la situation de la femme rurale reste inchangée selon le constat fait sur place. La raison, les pesanteurs socioculturelles qui restent ancrées dans la localité. Une de nos équipes s'est intéressée à la situation de ces femmes à l'occasion de la journée de la femme rurale. Et le dossier est signé Désiré Ilboudou et Rasmata Ouedraogo. Nous sommes à Madiadoudi, un village de la commune de Gaïri. Malgré les multiples efforts de l'État pour améliorer les conditions de vie de la femme, ici, le quotidien de la femme rurale demeure le même. Gondou Madianou s'occupe des tâches ménagères et de ses activités agricoles. Combiner ces travaux n'est pas du tout repos, mais peu importe, pour elle, l'essentiel est d'accomplir son devoir.
Dès le premier chant du coq, je pile mon mil pour le petit déjeuner. Ensuite, je prends ma daba pour aller dans mon champ. Vers 8 heures, je vais au champ de mon mari. Après l'hivernage, je fais le jardinage. Une journée chargée de travaux qui vaut son pesant d'or dans la prise en charge de la famille. C'est le témoignage que fait son époux. Elle fait tous les travaux. Nous mangeons à notre faim. J'avais des problèmes de vue, mais grâce à son jardinage, j'ai pu me soigner. Ça nous permet de scolariser nos enfants et de payer des petits ruminants pour la famille. Grâce à ses efforts, Gondouma arrive à assurer le bien-être de ses enfants. Maman me donne la nourriture pour manger avant d'aller à l'école. Quand elle part au marché, elle paye pour moi des saucisses et puis des habits. Je suis fière de maman. Tout comme Gondouma, Maïmouna Tombiano joue un rôle essentiel dans sa famille. Son mari à la retraite, elle assure les besoins de sa famille grâce à la transformation du manioc en attiéké, une activité qu'elle entend améliorer. Avec ce matériel, on se blesse beaucoup. C'est par le manque de la machine à broyer là qu'on a fabriqué ça pour râper le manioc et obtenir la pâte. On voulait en tout cas faire une unité, quitter hors de la famille, aller gagner notre place, construire et puis s'installer là-bas. Si après le travail, chacun va rentrer. Il y a de l'épanouissement socio-économique du ménage. La femme dans la commune de Gaïri pourrait l'être davantage si elle avait accès à la terre, à l'eau et aux équipements de production pour des activités génératrices de revenus. Retour à Ouagadougou pour s'intéresser à présent au Salon international de l'artisanat qui bat son plein. Et le CAO, c'est aussi des opportunités d'affaires. Les organisateurs ont donc décidé de sensibiliser les artisans sur les opportunités offertes par le e-commerce dans leur secteur d'activité. À ce sujet, une formation sur le commerce électronique a débuté aujourd'hui au profit des artisans Kwale Nebié et Olopoda. Promouvoir l'artisanat africain par le e-commerce, la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se lance dans cette démarche qualité. Et cette rencontre, initiée en marge du salon, vise à sensibiliser les acteurs de l'artisanat sur les opportunités offertes par le commerce électronique. Un système d'achat et de vente en ligne qui est aujourd'hui incontournable dans un contexte de mondialisation marqué par la concurrence. Aujourd'hui, il sera possible pour un artisan de pouvoir rester au Burkina Faso et de traiter avec n'importe quel acheteur qui se trouve dans n'importe quelle partie du monde. C'est pourquoi nous pensons qu'il est bon que nous puissions mettre l'accent sur la sensibilisation, la formation des acteurs pour qu'ils puissent s'approprier évidemment donc ce mécanisme-là qui leur permettra justement donc d'être performants sur le marché international. Réduction des coûts de distribution et de commercialisation, capacité d'adaptation au marché de plus en plus large sont autant d'opportunités que le e-commerce met au profit du marché de l'artisanat d'Afrique francophone. Le but est de créer de nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, les artisans vont au marché, on vient au CAO et c'est de la vente directe. Il faut créer des nouveaux modèles économiques. On a fait et on voit qu'il y a des modèles qui fonctionnent, notamment dans le cadre de l'artisanat en Asie. Pourquoi pas l'imaginer et les pousser dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, du Burkina et de tous les pays qui sont représentés à CAO. Sensibiliser les artisans à s'approprier ces nouveaux outils de transaction, l'enjeu est de taille et ces 2 jours de formation et d'échange vont leur permettre de se mettre à l'ère du commerce électronique. En culture, les récréatrales battent également leur plein dans la capitale burkinabé. Depuis hier, le public est invité à vivre les créations théâtrales d'une vingtaine de troupes sorties de l'ombre. C'est sous ce thème que se tiennent les récréatrales édition 2016. Le reportage de Siedi Larien et Tanga Kafando. Une rue marchande, des expositions d'objets d'art, des animations plateau. Nous sommes à la 9e édition des récréatrales au quartier Gounguen de Ouagadougou. L'édition 2016 vient de démarrer. Pendant 7 jours, Gounguen est transformé en une scène animée par plus de 50 artistes
venus du Bénin, du Togo, de la Belgique et bien sûr du Burkina Faso. À la suite de l'insurrection, il y a beaucoup de gens qui ont participé donc, à ce mouvement. Il y a beaucoup d'autres anonymes à l'intérieur, des jeunes, des gens qui ont perdu des vies, qui sont blessés ou qui ont subi différents dommages. Et bien, tout ce beau monde doit sortir de l'ombre pour continuer, pour qu'on sache qu'ils existent, qu'ils ont participé à ce mouvement-là. En termes d'innovation, nous avons une création comme une saison au Congo du TNP de Lyon qui réunit une quarantaine de personnes avec un chœur d'environ 20 artistes d'ici. Nous avons aussi les soirées partage qui sont des moments forts du festival. À cela se greffent des animations musicales, des conférences et des colloques pour rehausser l'éclat de la fête. Cette 9e édition a démarré avec à sa direction Aristide Tanagda qui remplace Etienne Minengo. On repart une fois de plus dans la région de l'Est pour parler encore de culture. Les ruines de Yobri dans la commune de Tambaga constituent de nos jours un pan important de l'histoire du Burkina Faso. Et cela est à découvrir sur la falaise de Gobnangou où se situent des vestiges qui datent de l'époque coloniale. Des vestiges dont la présence témoigne de la résistance de la population locale face aux colonisateurs. On voit cela avec Nestor Yougbaré et Mamadouba. Sur le flanc de cette partie de la falaise de Gobnangou, située à environ 400 mètres du sol, indique le guide touristique, se trouve un pan de l'histoire des premiers habitants de Yobri. Sur le chemin tortueux qui mène à la falaise, des gorgées d'eau sont nécessaires pour reprendre des forces. Après une trentaine de minutes de marche, nous voici en face d'une habitation ancestrale, vestige de la présence d'une civilisation sur la falaise. Selon l'histoire, c'est avec la colonisation pour courir, venir se cacher. Et puis dormir là-bas. Et puis laisser au village vide. Les fenêtres, c'est comme étage. Et ils mettaient les bois dedans, quoi. Et puis être en haut, et puis regarder en bas. Si l'ennemi vient, il prend les flèches. Il flèche. Ceux qui étaient ici, c'est les Tankamba. Après les Tankamba, c'est les Bariba. Les Tankamba sont partis au Togo. Les Bariba sont partis au Bénin. Et puis nous sommes venus s'installer les Gourmaché. Cette construction destinée au logement porte encore les vestiges d'une beauté exceptionnelle. Première entrée là, c'est Sam de Kojeri. Voilà, pour faire même réunion. De là-bas, vous sortez, chef de famille. Ici, c'est la cour. C'est la maison des chefs de famille. Ici, c'est pour les femmes et puis leurs bébés. Vous voyez, c'est grand. Voilà. Arrivé là-bas, si vous avez sorti là-bas, vous rentrez, c'est la cuisine. Après la cuisine, là où ils écrasent leurs mille. Ici, soutient le guide, des traces d'un grenier qui servait à conserver les provisions de chasse et de cueillette, mais aussi des kouris, autrefois monnaie d'échange. D'autres greniers bien dressés cette fois se trouveraient au sommet de la falaise. Des vestiges que nous ne verrons malheureusement pas, faute de matériels adéquats pour l'escalade. Ce lieu touristique peu connu regorge de nombreux exemples vivants de notre histoire que la Fondation Accra tente de valoriser. Elle a créé à cet effet 36 voies d'escalade sur cette partie de la falaise de Gobnangou pour permettre aux touristes de visiter les ruines de Yobri. Et on revient à Ouagadougou pour terminer cette édition par les actualités sportives. Et je reçois Lassina Sawargou du service des sports. Bonsoir Lassina. Bonsoir Nathalie Kaoré. Alors on va essentiellement parler du 29e Tour du Faso. Quel enseignement tirer après 3 étapes? Écoutez, après 3 étapes, on va d'abord tirer les enseignements de la 3e étape qui courut entre Gourcy et Zignari Nathalie. C'était la plus longue étape de ce Tour du Faso au 2016, 171 km 500. La grosse nouvelle de cette 3e étape, c'est que Mathias Sorgo de Burkina Faso perd le maillot jaune au profit de Solomon Zemenes. C'est un nom qu'il faut retenir pour tous les adeptes de la petite reine. Ce monsieur-là, il a fait coup double. Déjà hier, il battait tout le monde du côté de Waiguia, pardon. Et aujourd'hui encore, il remet cela du côté de Zignaré.
temps mis 39 963 Nathalie. Il arrache et le maillot jaune à Mathias Sorgo. Et aussi, il se procure le maillot vert au point qui était la propriété de l'Algérien Nassim Saïdi. C'est tout dire ainsi la force de cette équipe érythréenne qui vient ce Tour du Faso avec l'objectif de repartir avec la tunique jaune. Alors, vous l'avez dit, le Burkina a perdu le maillot jaune à Signarer. Est-ce possible de le reprendre? On s'est renseigné pour voir les temps qui séparent désormais les premiers Burkinabés de Solomon Zemines. On nous a fait savoir que Mathias Sorgo est désormais à 15 secondes de ce maillot-là. On va déjà voir les images de cette étape, Nathalie. On l'a dit, 171 km 500. Mathias, il faut le dire, il a joué des malchances ce soir. Ce soir parce qu'il a eu et des chutes et des crevaisons, malheureusement, qui l'ont handicapé physiquement. Résultat des courses, il est rentré certes, regardez un peu cette crevaison et cette chute de Mathias Sorgo avec le maillot au vert, l'Algérien. C'est pas facile lorsqu'on est cycliste, regardez, il faut lutter contre son corps pour pouvoir donc terminer. Mathias Sorgo a bien et bien terminé la course. On s'est renseigné aussi, il se porte bien. Il pourra donc reprendre l'étape de demain, la 4e étape. Vous me demandez si le Burkina peut toujours garder le maillot. C'est possible. Reprendre le maillot, c'est possible, Nathalie, parce que il y a Mathias Sorgo qui est à 15 secondes, il y a Aruna El Boudo qui est à 11 secondes, il y a Seydou Bamogo, le titulaire du maillot rose de Point Chaud, qui est à 9 secondes. C'est au Burkinabé de s'organiser, de courir intelligemment et puis d'attaquer, de contre-attaquer ces Érythréens qui ne sont pas seuls, Nathalie, il faut le préciser. Il y a aussi l'équipe de la défense de la France qui est redoutable. Il y a les Algériens qui n'ont pas encore dit le dernier mot. Il y a l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est un Tour du Faso qui n'a pas encore dit son dernier mot à mon sens. Et justement, que peut-on retenir pour la suite de ce tour? Pour la suite de ce tour, demain, la caravane s'ébranle vers Tiebélé. C'est très important de le signaler. La 4e étape, c'est Kombisiri-Po-Tiebélé avec une particularité, 26 km de piste. Elle est redoutée par tous les coureurs. On l'avait déjà coché, tous les directeurs sportifs avaient coché ces 26 km de piste-là dans leur calepin parce que ça va faire beaucoup de dégâts. Lorsqu'on regarde un peu les crevaisons et les pannes techniques qu'il y a eu aujourd'hui sur l'axe Gourcy-Ziaré, on peut se demander de quoi sera fait demain quand on parle de cette 4e étape. Au Burkinabé de croiser les doigts pour avoir moins de pépins mécaniques. Et puis bon, c'est vrai que ce n'est pas beau, mais souhaiter que de l'autre côté aussi, il y ait des pépins mécaniques qui permettent au Burkinabé de pouvoir encore grappiller quelques secondes. Et puis pourquoi pas de reprendre ce maillot jaune-là qui, pour le moment, est la propriété de Solomon Zemines. On le souhaite vivement. Alors, Lassina Saorgo, il y avait aussi du handball ce soir au Palais de Sport de Ouara 2000. Oui. Qui sont les vainqueurs du 58e championnat? C'est 38e championnat. Voilà, c'est vrai, les rideaux se sont refermés aujourd'hui sur le 38e championnat d'Afrique des clubs de handball ici à Ouagadougou. Les grands vainqueurs ont pour nom Al-Ali d'Égypte qui détrône le Zamalek, aussi un autre club égyptien du Caire. Le Al-Ali a battu l'Espérance de Tunis sur le score assez serré de 26 à 23. Et puis chez les dames, les indétrônables de Primero de Agosto de Angola ont remis une couche 45 à 25 face à celle du Congo-Brazzaville. Ne me demandez pas les rangs des Burkinabés, je vous les donnerai quand même. L'AS Douane, l'équipe masculine est classée 10e sur 11 et l'AS Onea, l'équipe féminine, est classée 8e sur 9. Félicitations quand même. On peut le dire. Merci beaucoup, Lassina Sawargo. Et c'est avec vous que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTV.